Julien de Normandie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ministre chargé de la ville et du logement. La ville, les villes dans le Val-de-Marne, nouvelle coupure d'électricité sauvage. La CGT revendique, la CGT énergie, en disant de toute façon, c'est pas la fin du monde. Que répondez-vous? C'est scandaleux, et je le dis très clairement, très fermement, c'est en plus irresponsable. J'ai entendu, comme vous l'avez interrogé ce matin, le représentant de la CGT énergie du Val-de-Marne. Il explique à vos auditeurs que ça n'est pas la fin du monde de couper le courant comme ça à des personnes qui vivent dans le Val-de-Marne. Mais enfin, c'est pas la fin du monde. Vous imaginez non seulement le désagrément, mais parfois la mise en danger des personnes. Quand vous êtes dans un ascenseur et que tout d'un coup le courant s'arrête, quand vous êtes sous assistance respiratoire, parce que ça existe, et que chez vous, vous avez besoin des machines à oxygène, et que le courant s'arrête. Donc c'est scandaleux. C'est irresponsable, et j'irais même plus, ça détruit le dialogue social. Donc ces personnes, elles doivent s'arrêter. Pour beaucoup, ces actes en plus sont illégaux. Et donc, il faut mettre fin à ces actions qui, encore une fois, dégradent le climat du dialogue social. Mais comment pouvez-vous mettre fin à ces actions-là? Je crois que d'abord... Aujourd'hui, le climat social est tellement dégradé dans ce pays. Et ça devrait vous inquiéter, j'imagine que ça vous inquiète. Bien sûr. Comme ça nous inquiète, ça inquiète tous les Français. Il faut le dénoncer, il faut que le leader de la centrale le dénonce clairement. C'est un appel que vous lancez à Philippe Martinez. Bien sûr, mais dans quel pays vit-on lorsque vous avez, même si c'est un petit groupe, parce qu'il ne faut pas mélanger tout le monde, même si c'est un petit groupe, mais quand vous avez un groupe de personnes d'une centrale syndicale qui vient faire une intrusion dans une autre centrale syndicale, je pense évidemment à ce qui s'est passé pour une deuxième fois hier au siège de la CFDT, mais dans quel monde vit-on? Ça n'est pas à l'image de la démocratie sociale qui est la France. Et donc, effectivement, il faut qu'il y ait des responsables de la centrale, des politiques qui dénoncent clairement ces actes. Alors, le dialogue syndical en a pris un coup. C'est tout, le dialogue entre les syndicats et le gouvernement... Pas partout. Je suis pas d'accord. On ne peut pas dire ça alors qu'avec la CFDT, on arrive à un compromis. Mais vous avez écouté Nicolas Sarkozy hier? J'ai lu des... Je ne peux pas accepter ce spectacle de haine en France, ces scènes de violence qui détruisent la France. N'a-t-il pas raison? Mais bien sûr qu'il a raison. Mais bien sûr qu'il a raison. Mais rien ne justifie la violence. Rien ne justifie l'intimidation. Rien. Et aujourd'hui, on voit un changement dans un certain nombre d'actions. On passe à de l'intimidation, à de la violence. Ça, c'est inacceptable. Et donc moi, je le dis clairement, il faut dénoncer ces actes scandaleux. Et puis, il faut apaiser le débat. Mais quand on peut pas dire que le dialogue social en partie responsable, Julien de Normandie. Mais le président, c'est la personne du président de la République qui est en cause, non? Aujourd'hui, je vous pose la question. Chaque fois qu'il essaie de se déplacer maintenant en France, il y a des manifestations, de contestations. Il y en a partout. Vous savez, réformer, c'est difficile. Oui. Réformer, c'est difficile. Oui. Quand on met avec cette réforme de retraite fin aux régimes spéciaux, effectivement, vous avez des personnes qui sont farouchement opposées. Mais réformer, c'est difficile. Est-ce que, parce que vous avez certains qui aujourd'hui sont en plus dans des actions violentes, cela doit vous conduire à arrêter de réformer? Là aussi, je le dis clairement, on n'arrêtera pas. On remettra pas à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. D'abord parce que c'est pour ça qu'on a été élu. Et deuxièmement, parce que c'est ça dont a besoin le pays. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet, franchement? En tout cas, on est concentré. Inquiet devant le climat. En tout cas, on est concentré, on est déterminé. Encore une fois, je le redis, il faut cet apaisement. Quand on arrive à ce compromis avec les organisations syndicales comme la CFDT... Comment trouver un apaisement? Comment aujourd'hui, dans ce pays, trouver un apaisement? D'abord, en dénonçant les actes quand ils sont violents. Je crois que c'est essentiel et tout le monde doit le faire. Et deuxièmement, en étant dans cette ouverture et ce dialogue. La réforme, c'est quelque chose de difficile. C'est difficile et notre pays le sait très bien. Ça fait 20 ans qu'on repousse toujours à plus tard des réformes. Nous, on a pris un engagement et le président l'a redit dans ses vœux. On n'arrêtera pas ces réformes parce qu'elles sont nécessaires. Maintenant, et c'est aussi ça l'acte 2 du quinquennat, il faut le faire avec méthode, avec ouverture, avec cette envie de dialogue. C'est ça aussi qui permettra l'apaisement. Je vous dis ça parce que tout le monde le dit. Je suis inquiet du climat social. Nicolas Sarkozy et François Hollande qui dit ça aussi. Ouais. Tous les anciens présidents. Est-ce que le président Emmanuel Macron, le président de la République, est inquiet du climat social? En tout cas, il en a conscience. Pleinement conscience. Et vous savez, vous gouvernez pas dans l'inquiétude. Je sais que vous êtes proche. Mais vous gouvernez pas dans l'inquiétude. Vous gouvernez en prenant en compte ce qui se passe dans le pays. Et évidemment que le président de la République en a conscience. Évidemment que le gouvernement en a conscience. Et c'est d'ailleurs pour ça
dans la réforme des retraites qu'il y a eu tout ce travail de fait dans la négociation, dans la concertation. Et donc, il faut effectivement avoir cet apaisement, le retrouver dans notre pays. Faire société, c'est pas s'opposer les uns aux autres. Ça, c'est clair. Bien, Julien de Normandie, la réforme des APL. Oui. J'avais envie de vous en parler ce matin. Quand 1er avril. Le 1er avril 1er avril. Ça fait 3 fois qu'elle est reportée, cette réforme. Non, ça fait depuis que j'en ai la charge, ça fait une fois. Et c'est peut-être juste expliquer ce que c'est que cette réforme des appels. Pour celles et ceux qui nous écoutent. On ne le sait pas, mais quand on vous verse des appels, 6,5 millions de foyers, on vous les verse en fonction de qui vous étiez il y a 2 ans. C'est aberrant. C'est-à-dire qu'on va vous regarder, il y a 2 ans, vous aviez un emploi à mi-temps, à temps plein, si vous étiez marié, pas marié, si vous aviez des enfants, pas d'enfants. Et donc la réforme que je porte, c'est dire ce système qui vous verse des aides au logement en fonction de qui vous étiez il y a 2 ans, c'est aberrant. Il faut qu'à partir de maintenant, on vous les verse en fonction de qui vous êtes aujourd'hui. C'est un chantier technique très important. Et l'entité qui en a la charge, la CNAF, la Caisse nationale d'allocation famille, m'a demandé de décaler de 3 mois cette réforme pour la mettre en œuvre au 1er avril. Au 1er avril, oui. Ça veut dire que ces APL seront calculés sur la situation d'aujourd'hui, actuelle. Exactement. Bon, on est bien d'accord. L'État va faire des économies avec cette réforme. Mais moi, vous savez... Combien ? 1 milliard ? À peu près 1 milliard. Mais moi, j'ai pas l'économie honteuse. Pourquoi ça fait faire des économies ? Parce qu'il s'avère que, en fonction de qui vous étiez il y a 2 ans, et par rapport à aujourd'hui, dans notre pays, vous avez 500 000 personnes qui ont retrouvé un job. Vous avez eu 300 000 créations d'emplois. Évidemment, ces personnes-là, qui, lorsqu'elles étaient au chômage, avaient des APL, à partir du moment où on retrouve un job, elles n'ont pas ce même niveau d'APL. Donc ça fait faire des économies. Mais c'est très bien, ça prouve que des gens ont retrouvé un boulot. On va s'en réjouir quand même, je ne vais pas m'en plaindre. Inversement, si demain vous avez... je le souhaite pas évidemment, mais vous avez un retournement de cycle. Vous avez plus de chômage. Dans ce cas-là, ce sera une réforme qui coûtera de l'argent à la République. Et là aussi, c'est très bien, c'est le filet de sécurité. Julien de Normandie, la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, veut, et j'avais le président de la FNAIM en direct ce matin sur RMC qui insiste, il veut absolument créer un fichier national des locataires mauvais payeurs. Dispositif qui serait opérationnel en 2021, ce fichier recenserait les locataires en retard de 3 mois dans le paiement de leur loyer. Vous approuvez ou pas ? Pas du tout. Pas du tout, je suis totalement opposé. D'abord parce que moi je crois pas, vous savez, à cette société des listes noires. Parce que c'est quoi ce truc ? C'est une liste noire. C'est-à-dire qu'un jour vous avez un accident dans votre vie, parce que vous avez des gens de mauvaise foi, mais enfin vous avez aussi des gens qui, parce qu'ils ont un accident, ils n'arrivent pas à payer pendant 1 mois, 2 mois leur loyer. Là vous êtes blacklisté. Moi je crois pas. Mais c'est au bout de 3 mois de non-paiement, dit la FNAIM. Enfin vous pouvez, parce que justement vous perdez un job, parce que vous avez un drame, parce que quoi que ce soit, vous pouvez à un moment dans votre vie avoir un accident. C'est quoi cette société où dès que quelqu'un est en difficulté, on le blacklist, on le met sur une liste noire. Donc ça, j'y crois pas. Et puis deuxièmement, moi, c'est à l'opposé de la politique que je mène. Vous savez, c'est quoi le drame dans notre pays ? C'est qu'on oppose les propriétaires et les locataires. On stigmatise les deux. On dit un propriétaire, c'est un nanti, quelqu'un qui a plein d'argent. Plus de la moitié des propriétaires sont des ménages modestes. Et puis on dit un locataire, vous savez, c'est quelqu'un, son principal jeu, c'est de faire quoi ? C'est de dégrader le bien du propriétaire. Les impayés, vous savez combien il y a d'impayés dans notre pays ? 1%. Peut-être un tout petit peu plus d'1%. Et donc, par de tels fichiers, on va encore stigmatiser. On va envoyer d'abord un message aux propriétaires en disant « Attention, les locataires payent pas ». Mais c'est fou, les locataires dans notre pays. Que pouvez-vous faire ? Comment vous ne pouvez pas interdire la création de ce fichier ici ? Alors, d'abord, comment vous pouvez faire ? Suspendre, je ne sais pas. Oui. Bon, il y a la CNIL. La CNIL qui va regarder. Apparemment, la FNAIM dit que la CNIL n'est pas opposée sous certaines conditions. On va voir ce qu'ils vont proposer. Oui. On va voir ce qu'ils vont proposer. Donc, il y a la CNIL qui va regarder. Moi, je vais en parler avec cette personne, le président de la FNAIM, que je respecte beaucoup. On travaille de manière constructive sur beaucoup de sujets. C'est les agents immobiliers. Exactement. Oui, ce sont les agents immobiliers. Et puis, troisièmement, moi, je vais leur dire, on met en place d'autres choses. J'invite tout le monde à aller sur un site. Mais comment ? Visal.fr. Vous mettez peut-être Visal.fr. Mais vous ne pouvez pas vous opposer à la création de ce fichier. On verra. Ça dépend qu'est-ce que contient ce fichier. Vous savez, moi, je l'ai vécu. Donc vous n'êtes pas complètement contre ? Ah si, moi, je suis complètement contre. Je l'ai vécu dans le milieu bancaire. Les gens ne le savent pas, mais dans le milieu bancaire, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand vous créiez une entreprise et que l'entreprise se cassait la figure, vous aviez la Banque de France qui vous mettait dans un listing qui s'appelait le listing 050. Et ce listing, il vous collait aux fesses pendant des années et des années. À chaque fois que vous alliez voir votre banquier, il avait un truc en disant « warning, warning », cette personne avait créé une entreprise et elle a planté.
C'est Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, qui a mis fin à ce listing. Mais la société de confiance, ça n'est pas la société des listes noires. Et donc moi, j'en appelle à tous ceux qui nous écoutent, un propriétaire qui a un bien vacant, il va sur un site, ça s'appelle visal.fr. C'est l'État qui le garantit. C'est gratuit. C'est Action Logement, les partenaires sociaux avec qui on a fait ça. C'est gratuit. Mais c'est gratuit pour tous ? Gratuit pour tous. Il faut simplement que vous louiez votre bien à quelqu'un de moins de 30 ans. Oui, moins de 30 ans. Oui, voilà. déjà. C'est déjà une condition restrictive. Pourquoi ne pas étendre ? Pourquoi ne pas l'étendre ? On l'a étendu, par exemple, à tous les logements loués. Parce que est-ce que c'est le rôle de l'État ou d'Action Logement, les partenaires sociaux, de garantir tout le monde ? Vous voyez, on le fait déjà pour tous les moins de 30 ans. Mais la FNAIM dit le risque locatif serait apaisé. Oui, enfin la même personne ce matin a dit, vous savez, le risque locatif en fait dans notre pays il est faible. Moi c'est cette phrase que je veux entendre et répéter. Réconcilions les propriétaires et les locataires. Et quand un propriétaire a un doute, qu'il aille sur le site visal.fr. C'est une atteinte à la vie privée, la création d'un tel fichier pour vous ? En tout cas, moi je pense que c'est pas ça. Stigmatisation. Une stigmatisation. Et une société de confiance, c'est pas la stigmatisation. Alors, pourquoi ne pas créer un fichier des mauvais propriétaires ? Par exemple. Et jusqu'où on s'arrête ? Jusqu'où on s'arrête ? Donc moi, les fichiers des mauvais, c'est pas ma façon de faire. Moi, je suis plutôt dans l'accompagnement. Encore une fois, on a créé des dispositifs pour ça. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Il y a une proposition de loi pour réconcilier propriétaires et locataires. Vous la suivez de très près. Par exemple, le dépôt de garantie qui serait confié à un professionnel de l'immobilier. Pourquoi pas ? Dans certaines conditions. Vous êtes favorable ou pas ? Pourquoi pas dans certaines conditions ? Parce que le dépôt de garantie, ça pose problème aussi. Il y a des propriétaires qui ne rendent pas le dépôt de garantie, ou des locataires qui partent un mois avant. Voilà. Évidemment. Mais c'est quoi cette proposition de loi ? C'est une demande que j'ai fait à un député en disant, moi je pense que dans la relation, Nogal, exactement, le député de Haute-Garonne. Je pense que dans la relation entre les propriétaires et les locataires, je voudrais qu'on essaye de s'interroger sur un nouveau système où quand je suis propriétaire, je loue directement mon bien à une agence immobilière. Oui. Mon locataire devient l'agence immobilière. Et l'agence immobilière, elle m'assure le paiement du loyer, elle m'assure la remise en état du bien. Et c'est l'agence immobilière ensuite qui le loue à un locataire. Oui. C'est ça l'idée. C'est de créer un nouveau bail où moi, propriétaire, je loue non plus à un individu, mais à une agence immobilière pour renouer la confiance. Voilà. Ça, vous voyez, ça fait avancer les choses parce que ça permet de réconforter certains quand il faut. C'est très novateur et je pense que c'est bien plus efficace que des listes noires. J'ai eu plusieurs appels, plusieurs mails concernant la rénovation énergétique. Ce matin, tiens, je vous lis simplement celui de Christelle. Pouvez-vous demander à Julien de Normandie s'il est normal d'avoir au moins 4 mois d'attente pour le changement d'une chaudière dans le cadre des aides à la rénovation énergétique. Vous savez, c'était même pire. C'est quoi l'aide aujourd'hui à la rénovation énergétique ? C'était un crédit d'impôt. J'ai entendu d'ailleurs de manière honteuse, je dois le dire, honteuse, Ségolène Royal sur ce plateau critiquer ce que nous faisions. Oui. Il y avait, Ségolène Royal a créé un crédit d'impôt. Transition écologique, qui permettait de financer les chaudières. Oui. Ce crédit d'impôt, ça faisait quoi ? C'est-à-dire que l'État finançait une partie de ces chaudières, mais payait 18 mois après, puisque c'est un crédit d'impôt. 18 mois après. On arrête ce crédit d'impôt parce qu'on a constaté quoi ? Que plus de la moitié de ce crédit d'impôt était utilisé que par les ménages aisés. Tout simplement parce que les autres pouvaient pas supporter d'attendre 18 mois, l'effet trésorerie. Et donc on a arrêté ce crédit d'impôt pour les ménages modestes et on a créé, et j'incite votre auditrice à y aller, une nouvelle prime qui est efficace depuis le 1er janvier, qui vient d'être créée. Ça s'appelle MaPrimeRénov'. Cette prime, on la verse entre 15 jours et 3 mois. Pour justement accélérer. Mais ce sont les foyers modestes qui ont accès à cette prime. C'est les 50% des foyers français les plus modestes. Et on va l'étendre à partir de l'année prochaine à tout le monde. Cette année, à tout le monde, on en fera 200 000 cette année et 400 000 l'année prochaine. Ça, c'est intéressant. À tout le monde, quels que soient les revenus. Sous condition de ressources, évidemment. Et puis votre aide est fonction des ressources. J'imagine. Bien, dites-moi 2 choses politiques, 2 questions politiques, enfin 2 sujets. Pourquoi Rachida Dati devance-t-elle Benjamin Griveaux et s'impose-t-elle comme l'adversaire principal d'Anne Hidalgo ? Parce que La République En Marche est désunie sur Paris. Complètement désunie. Et je le regrette profondément.
Il y a un candidat, La République En Marche, il s'appelle Benjamin Griveaux. Je connais depuis longtemps. C'est souvent pas... D'ailleurs, il plafonne, Benjamin Griveaux. Oui, il ne perce pas. Ça fait des semaines, il patine. Pourquoi patine-t-il? Il pâtit. J'ai pas dit il patine. J'ai dit il pâtit du fait... Il patine aussi. Il patine. En tout cas, il pâtit du fait que aujourd'hui, vous avez un autre candidat qui s'appelle Cédric Villani et qui a eu un comportement dissident. Qui est un candidat de La République En Marche aussi? Non, je le dis clairement, il y a un seul candidat de La République En Marche, c'est Benjamin Griveaux. Oui, c'est pas ce que pensent les électeurs. Pourquoi est-ce que les électeurs... C'est pas ce que pensent les soutiens de Cédric Villani. Ils sont pratiquement à égalité. Comment se fait-il que les électeurs ne soutiennent pas Benjamin Griveaux? Les électeurs de La République En Marche. Emmanuel Macron a fait de très gros scores à Paris, mais pas Benjamin Griveaux. Pourquoi? Mais parce que vous avez aujourd'hui une désunion entre les personnes qui portent des valeurs de La République En Marche. Et moi, j'appelle de manière très claire, là aussi, Cédric Villani à arrêter ce qu'il fait depuis maintenant de nombreuses semaines. Vous l'appelez à quoi, là, ce matin? À se rallier à Benjamin Griveaux, de manière très claire. Et s'il ne se rallie pas, que se passe-t-il? On perdra Paris, très probablement. Et c'est ça qu'on souhaite. Vous perdrez Paris? Est-ce que vous allez l'exclure? Mais c'est pas la question de l'exclure. Si. Non. Il faudrait le savoir. Il est candidat. Attendez, Julien de Normandie, vous êtes assez curieux. Mais non, parce que vous savez... Emmanuel Macron n'a rien dit. Vous savez qui a demandé... Il n'a rien dit. Est-ce qu'il va dire quelque chose? Vous savez qui a demandé de ne pas l'exclure? C'est Benjamin Griveaux, au premier jour. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, et en politique, on ne va pas se tirer des cartes entre gitans, vous savez très bien que si demain vous excluez Cédric Villani, quelle est la conséquence de ça? Vous lui créez un nouveau souffle. Donc Benjamin Griveaux, qui a très bien compris ça, au premier jour, il a dit surtout, n'excluez pas Cédric Villani. Et parce que moi, en plus, je suis convaincu que Cédric Villani va finir par se rallier à ma candidature. Donc moi, j'appelle à la raison. La désunion mène toujours à la défaite. Donc soyons suffisamment intelligents pour que Cédric Villani rejoigne le candidat de La République En Marche, Benjamin Griveaux. Emmanuel Macron pense comme vous? Ça, c'est à lui de le dire. Non, mais d'accord, mais il ne le dit pas. Oui, mais parce qu'il est président de la République. Oui, donc il ne se prononcera pas. Il n'enverra pas de signe, rien. Oui. Il ne va pas se prononcer sur Paris, mais il peut envoyer un signe. Non, mais je sais pas. C'est vous le signe. Je sais pas combien de signes il faut, mais entre des soutiens de la première heure comme moi, qui sommes aux côtés de Benjamin Griveaux, entre des ministres qui sont sur des listes de Benjamin Griveaux, je crois que les signes, ils sont assez clairs, il me semble. Agnès Buzyn sera candidate dans le 15e? Ça, je peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Et deux, c'est à elle de le dire. En tout cas, c'est une personne que j'apprécie énormément. Oui, ça, vous n'avez pas à me dire le contraire. Remarquez, Julien de Normandie, c'est une personne avec qui on travaille beaucoup sur des sujets importants comme l'adaptation et le vieillissement. Et le vieillissement, oui, tiens, le vieillissement. On attend, hein. Ça fait tellement longtemps que je suis journaliste et que j'entends parler du vieillissement et de plans. Est-ce que je peux faire Oui, alors allez-y. Un site internet qui s'appelle adaptation-douche.gouv.fr. Aujourd'hui, avec les partenaires sociaux, on a lancé un plan qui fait que dans 200 000 salles de bain de personnes de plus de 70 ans, on enlève la baignoire et on met une douche. Ça peut paraître anecdotique, mais il y a plus de morts dans les salles de bain chez les personnes de plus de 70 ans que sur la route dans notre pays. Et donc moi, j'ai lancé le premier plan qui est un plan peut-être que certains vont railler parce qu'en se disant mais en fait ce ministre c'est le Jacob de Lafont du logement. Moi j'en suis très fier. On va changer 200 000 baignoires et on va mettre 200 000 douches chez des personnes de plus de 70 ans. On sauvera des vies. Très clairement. Et en plus de ça, on permettra aux gens de rester chez eux plus longtemps. Un site, adaptation-douche.gouv.fr. Vous allez engager votre Tour de France anti-Rassemblement National quand? Là, ça débute dans les tout prochains jours. Oui, payé par votre ministère? Non, bien sûr que non. Mais ça, j'adore recevoir des leçons de morale du Rassemblement National sur des sujets de compte de campagne. J'adore ça. Je trouve ça absolument fabuleux. Évidemment, non. Je suis ministre, mais je suis militant. Partir marcher, vous préparez la présidentielle? Depuis toujours, moi je suis ministre, mais je suis un engagé politique. Mon engagement politique, il est de mener un combat politique contre le Rassemblement National. Je ferai tout ce que je peux pour que jamais le Rassemblement National n'arrive au pouvoir dans notre pays. C'est mon engagement politique, c'est très clair. Et je continuerai à le faire comme je l'ai fait par le passé et comme je le fais aujourd'hui. Donc oui, dans les municipales, je mènerai campagne contre le Rassemblement National. Et demain au départemental, pareil. Après au régional, pareil. Et à la présidentielle, pareil, parce que je ne veux pas du Rassemblement National à la tête de ce pays. Merci Julien de Normandie, 8h53, RMC et BFM TV.